Je vais démarrer par une présentation sur le volet ammoniac et les élevages porcins. Comme j'avais un petit peu prévu qu'on allait beaucoup parler des sources d'émissions, etc., je suis directement rentrée dans la catégorisation des leviers d'action dans ma présentation. Donc pour vous dire que au niveau des élevages porcins, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de liens avec les élevages bovins et aussi avec les élevages avicoles. En fait, on peut catégoriser nos moyens d'action. Le premier moyen d'action étant, entre autres, de limiter le pool d'azote volatilisable. Donc, c'est des choses qui se font, voilà, le pool d'azote volatilisable des effluents. On va essayer d'agir sur ce pool pour réduire la volatilisation. On peut aussi, et on en a entendu parler ce matin, limiter la surface de contact entre les effluents et l'atmosphère pour limiter le passage de l'azote ammoniacal de la phase liquide à la phase gazeuse. On va agir aussi sur le temps de contact des effluents avec l'atmosphère, toujours pour limiter ce transfert de phase. Et puis, quand on ne peut plus agir sur vraiment la production, eh bien, on va agir sur l'émission en tentant de traiter. Et dans le cas des élevages porcins, c'est principalement le traitement de l'air des bâtiments d'élevage qui va être ciblé. Alors bien sûr, j'ai ciblé les principaux leviers, parce qu'en 15 minutes, traiter tous les voies d'action serait trop difficile à faire. Donc on va par catégorie regarder un petit peu ce qui se passe sur la chaîne de gestion des effluents, donc du bâtiment à l'épandage, puisque les effluents sont produits par les animaux au niveau du bâtiment, puis transférés à l'extérieur du bâtiment dans des ouvrages de stockage extérieur, puis ensuite épandus. Donc on a un transfert d'un poste d'émission vers l'autre et qui représente tout son intérêt si on prend en considération les interactions entre ces différents postes. Alors commençons par le poste bâtiment et aussi sur le volet comment réduire le pool d'azote volatilisable. Eh bien comme pour les bovins, eh bien on agit sur la réduction de l'excrétion d'azote en se préoccupant des besoins des animaux et surtout en adaptant les apports alimentaires en azote aux besoins des animaux. Alors, initialement, on fonctionnait avec une alimentation unique. Donc, vous avez donc avec la ligne bleue les besoins modélisés moyens d'un porc charcutier et un aliment unique avec une seule teneur en matière azotée. Et vous voyez qu'en rouge, on a cette zone d'excès, de gaspillage d'azote fourni aux animaux. Donc bien sûr, on est passé ensuite à l'alimentation biphase, qui comme son nom l'indique est en deux phases, avec dans l'exemple présent l'exemple des porcs charcutiers, avec un aliment croissance et ensuite un aliment finition. Vous voyez déjà qu'on réduit quasiment de moitié le gaspillage d'azote. Et le futur, eh bien, c'est l'alimentation multiphase, bien sûr, avec une multiplicité des phases pour essayer de coller au plus près de la ligne des besoins des animaux. Alors, tout ça a des avantages et des limites que j'essaierai de vous présenter pour chacune des techniques, des leviers. Donc, les avantages, c'est bien sûr la baisse de l'azote excrété qui induit une réduction des émissions d'ammoniac. On est sur le cas du passage de l'alimentation standard à l'alimentation biphase pour les porcs charcutiers sur des réductions de 17% des émissions d'ammoniac au niveau du bâtiment, chacun des pourcentages cités dans cette présentation étant bien sûr à relier au poste d'émission, pas sur l'ensemble de la chaîne. Ce sont effectivement des possibilités de réduire les coûts liés aux aliments, sauf si on descend à des niveaux très très bas et où on est obligé d'ajouter des acides aminés de synthèse, par exemple, qui vont avoir un coût. D'un autre côté, quand on cherche à coller au plus près avec cette courbe de besoin, eh bien, ça veut dire que tous nos animaux sont connus et identiques. Donc, ça veut dire que plus on va multiplier le nombre de phases dans l'alimentation, plus il va falloir qu'on ait des lots d'animaux qui sont homogènes, c'est-à-dire de même poids, pour s'assurer que tout le monde ait ses besoins couverts, que les plus petits aient autant que les plus gros. Donc, ça nécessite une modification de stratégie des stratégies nutritionnelles des éleveurs et qui demande une certaine technicité. Si on continue toujours sur le poste bâtiment, comment peut-on réduire la surface et le temps de contact des effluents? Eh bien, un peu comme l'a dit déjà Élise, on va en fait réduire la durée de présence des effluents dans les bâtiments. Il faut savoir qu'en élevage porcin, on calcule les capacités de stockage d'un élevage
en incluant à la fois ce qu'on stocke dans le bâtiment et ce qu'on stocke dans les fosses extérieures de stockage, eh bien, je dirais que le futur est vers l'évacuation fréquente avec différentes techniques. Je vous ai mis des photos ici d'évacuation gravitaire. Donc, c'est de l'évacuation par dépression. Les éleveurs font ça classiquement en fin de bande, pour un porc charcutier au bout de 3 mois d'engraissement. Là, la stratégie, c'est d'augmenter cette fréquence, de le faire soit tous les mois, soit tous les 15 jours, soit toutes les semaines, de manière strictement manuelle, donc adaptable à la configuration de nos bâtiments existants. Mais on a aussi des systèmes de flushing ou encore chasse d'eau, la même chose que ce qu'on a, je l'espère pour vous, chez nous, à savoir on utilise une fraction liquide pour évacuer les effluents produits par les animaux, sachant que là, souvent dans les élevages porcins, on est un petit peu plus écologique qu'ailleurs, puisqu'on utilise la fraction liquide des effluents, les urines, et non pas de l'eau potable. Autre système, le raclage. Donc Élise vous en a parlé pour les bovins. Les systèmes de racleurs bovins sont en surface. Les systèmes de raclage porcin sont sous le caillebotis. On parle de raclage en V qui va permettre une séparation de phase entre la phase liquide et la phase solide, qui vont ensuite stocker différemment. C'est des techniques qui se développent, qui sont reconnues au niveau européen, entre autres dans le fameux bref élevage en lien avec la directive IED, qui ne porte que sur les élevages de porcs et de volailles. Et si on regarde les principaux avantages et limites de ce principe de réduire la durée de présence des effluents dans les bâtiments, eh bien globalement on a des efficacités sur l'ammoniac qui vont de 20 à 40% des émissions liées au bâtiment, mais souvent aussi des efficacités sur les odeurs. Bon, vous savez que les élevages porcins ont quelques difficultés parfois sur le volet nuisance olfactive par rapport à leur intégration dans leur environnement sociétal, dirons-nous. Donc, ces techniques peuvent contribuer à améliorer cette intégration. On a des techniques comme le lisier flottant, c'est-à-dire qu'on met une couche d'eau en fond de préfosse pour favoriser la solubilisation de l'ammoniac et de certains composés odorants, qui sont des techniques qui peuvent être applicables sur des bâtiments existants, comme l'évacuation gravitaire, à l'inverse d'autres techniques comme le raclage et le flushing, qui sont exclusivement à réserver sur les bâtiments neufs. Or, le parc de bâtiments existants est relativement âgé, on est à plus de 20 ans, et on a peu de construction, donc on est quand même sur des systèmes, il faut trouver des systèmes qui peuvent s'adapter sur des bâtiments existants. Autre limite, le prix, bien sûr, toujours une histoire d'argent, on varie entre 5 et 100 euros par place de porc charcutier, donc vous me direz, il y a un écart gigantesque. L'évacuation gravitaire, ça va être 5 euros. Le raclage en V, avec le stockage des phases solides et des phases liquides, on peut monter jusqu'à 100 euros par place de porc charcutier. Donc c'est des investissements non nuls sur des élevages porcins. Dans tous les cas, à partir du moment où on va réduire la durée de présence des effluents dans les bâtiments, il va bien falloir les stocker ailleurs. Ce qui veut dire que ce qu'on ne va plus stocker dans les bâtiments, on va le stocker à l'extérieur, et qu'il faudra donc prévoir des volumes d'ouvrages extérieurs supplémentaires. Alors, si on continue toujours sur le bâtiment, troisième voie d'action, le traitement de l'air. Alors, dans les systèmes de traitement de l'air, je dirais les plus communément présents en élevage porcin, on trouve le traitement de l'air par lavage. Donc, à une époque, on parlait même de lavage par voie humide, contrairement au lavage par voie sèche qu'on peut utiliser, nous, comme un mortel autre que les éleveurs. Le principe, c'est quoi? C'est utiliser l'eau pour faire sédimenter les particules, solubiliser les composés comme l'ammoniac, soluble dans l'eau, mais aussi certains composés odorants, et développer une population bactérienne, microbiologique, qui va dégrader les différents composés, et entre autres l'ammoniac. On a du lavage à l'eau, on a du lavage à l'acide, ça c'est surtout nos collègues des pays du Nord qui utilisent le lavage à l'acide. Donc vous avez différentes photos de laveurs qui vous sont présentées ici, mais si on regarde les avantages et les limites de ce système, vous voyez qu'on est sur des taux d'abattement de 20 à 50% sur l'ammoniac, jusqu'à 60% pour les odeurs, donc très intéressant, et 80% sur les particules. Donc, quand on dit 20 à 50% sur les particules, c'est vraiment à la sortie du bâtiment. Et on ne comptabilise que les particules, et même chose pour l'ammoniac. On pourrait aller plus loin dans le calcul en disant que si le laveur permet la réduction des particules, le lien avec l'ammoniac pourrait aussi augmenter l'efficacité sur l'ammoniac. Des limites, parce qu'il y en a toujours, 30 à 50 euros par place d'engraissement. La consommation en eau, ce qu'on appelle des effets croisés, c'est-à-dire que on est bien d'un côté mais un peu moins bien de l'autre, 200 litres par porc produit. Centralisation de l'extraction, c'est-à-dire que on est obligé de centraliser les bâtiments porcins, contrairement aux bâtiments bovins, dans la majorité des cas, sont des bâtiments en ventilation dynamique.
Donc il faut centraliser toutes les sorties d'air pour les faire passer dans cette unité de traitement de l'air. Donc difficile à faire sur des bâtiments existants, plutôt réservé à des bâtiments neufs, encore une fois. Et quand on a affaire à du lavage acide, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'acide sulfurique dans les systèmes de lavage pour descendre à des pH de l'ordre de 4, donc qui déplace l'équilibre dont Pierre vous a parlé ce matin vers le maintien de l'azote ammoniacal en phase solide, eh bien, il y a aussi tout le stockage et la manipulation de cet acide sulfurique 0,1N qui n'est quand même pas anodin et qui n'enthousiasme pas beaucoup nos éleveurs de porcs français. Si on regarde maintenant la phase de stockage, pas de vraie nouveauté, puisque une fois de plus on va jouer sur les paramètres surface et temps de stockage, eh bien en couvrant les fosses. Bien sûr, vous avez différents types de couvertures de fosses qui vous sont proposées ici, donc flottantes, mat tendu, couverture ce qu'on appelle en dur ou toiture, ou couverture naturelle. Alors je dirais que on fait la distinction entre la croûte naturelle et la couverture naturelle, sachant que les lisiers porcins en teneur de matière sèche sont beaucoup moins favorisés, je dirais, que les effluents bovins, peu de matière sèche dans nos effluents, inférieur à 7%. Donc la croûte naturelle des fois se fait pas toujours très très bien. Par contre, on a des systèmes qui se développent, pardon, je me suis trompé de bouton, avec des apports de paille par exemple en surface pour créer une couverture naturelle. Avantages et limites, encore une fois, donc des abattements, je pourrais regarder ici, des abattements de 80 à 90% de l'ammoniac émis au stockage, donc technique très efficace. Même chose sur les odeurs, donc peut être une solution très intéressante dans le cas de conflits, quand la source d'odeur est identifiée, bien sûr celle liée au stockage des effluents à l'extérieur. On baisse le volume d'effluents à stocker puisque on limite la dilution par les eaux de pluie, donc c'est très intéressant, et on concentre l'azote et les différents éléments fertilisants puisqu'on limite la dilution. Ce qui voudrait dire aussi qu'on va réduire la durée du chantier d'épandage, et on sait nous aussi que moins les tracteurs sont sur les routes, moins ça sent mauvais aussi. Les limites sont aussi des limites économiques, puisqu'on est à 30 à 100 euros du mètre carré fosse couverte, dans les zones avec de l'enneigement assez prononcé. Il ne s'agit pas de mettre une couverture flottante, sinon là globalement elle coule. Donc ça veut dire qu'on a des constructions vraiment en dur sur les fosses, des limitations qui sont liées aux formes et à la taille des fosses et des lagunes. On ne couvre pas les lagunes de plus de 25 mètres. Et puis quand on a affaire à des couvertures naturelles, eh bien effectivement on peut s'interroger sur la puissance du broyeur répartiteur qu'il va falloir avoir pour évacuer un lisier avec cette couche de paille, et l'utilisation ensuite de matériaux spécifiques, et j'arrive directement sans transition à l'épandage, puisque la meilleure technique qu'on ait actuellement pour réduire les émissions d'ammoniac à l'épandage, c'est l'utilisation de matériaux spécifiques d'épandage, donc que ça soit des pandillas ou que ça soit des enfouisseurs. Alors je vous ai remis, les chiffres, l'évolution des matériaux fournis par le CITEPA. Donc vous voyez qu'on utilise moins de bus palettes, mais enfin bon, en 26 ans on est passé de 71% des effluents épandus avec du bus palette à 64%. Donc on a effectivement un développement des techniques d'épandage type pandillard et enfouisseur, parce qu'ils présentent des avantages certains sur la réduction des émissions d'ammoniac, mais aussi des émissions d'odeur, ce qui, je vous rappelle, chez nous est quand même un point assez intéressant. Ça n'empêche que ce matériel coûte. On considère que le coût d'épandage ramené au mètre cube de lisier est augmenté de 25% avec du pandillard par rapport à un système bus-palette. On augmente souvent les durées d'épandage, et puis on a des contraintes de matériel en termes de volume de tonnes, de pneus basse pression, de traction de tracteur, etc. Détails mécanistiques dans lesquels je ne rentrerai pas. Petit volet supplémentaire, je dirais, qui est d'ailleurs aussi valable pour nos collègues à Plume, c'est qu'on a un arrêté biosécurité depuis octobre dernier par rapport à la peste porcine africaine, qui fait que, par exemple, il devient délicat d'utiliser du matériel en commun, entre autres pour l'épandage, ce qui rend difficile le développement d'utilisation de matériel en commun via des CUMA entre autres, ou des sociétés privées d'épandage, du fait de cet arrêté biosécurité.
Alors, Élise vous en a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est une chaîne qui est à maîtriser, donc du bâtiment à l'épandage, parce qu'on peut très bien effectivement mettre une bonne pratique au niveau du bâtiment pour réduire les émissions d'ammoniac, mais qu'on ait directement un transfert qui se passe au niveau du stockage, favorisant ainsi les émissions au niveau du stockage. Ce qui veut dire que globalement, il faut maîtriser l'ensemble de la chaîne et de fait combiner sur l'ensemble des postes des techniques, ce qui, des fois, d'un point de vue technique, est compliqué à mettre en œuvre en fonction de la configuration de l'élevage, mais qui, dans tous les cas, est souvent freiné par des impératifs économiques. Alors, je vous ai présenté certains leviers d'action. Il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver, entre autres, dans un guide, qui est le guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage, qui est un guide qui couvre les 3 productions animales, porc, bovin, volaille, édité dans le cadre du RMT Élevage et Environnement. Vous avez ici l'adresse pour télécharger ce guide, qui est un guide gratuit sous forme de fiche et qui est en voie d'actualisation, puisque nous prévoyons les 3 instituts de réactualiser ce guide pour le SPAS. Je vous remercie.